Je commence alors. Eh ben, moi, j'écris de la poésie depuis l'enfance parce que je trouvais ça amusant et facile, beaucoup plus facile que d'écrire des histoires. Je pense que c'était aussi une envie d'écrire des histoires frustrées par la difficulté que ça représentait, qui m'a aussi donné envie de faire des choses plus simples, mais aussi plus libres. Et du coup, je suis arrivée à la poésie vraiment par cette idée de découverte et de facilité, d'arriver à dire des choses assez complexes en utilisant moins de mots et moins de complexité. Voilà. Et une précision, cette pratique d'écriture poétique, elle était parallèle à une pratique de lecture de textes poésie? Non, je lisais très peu de poésie. J'ai vraiment découvert tard, à l'école, comme plein de gens, des textes très classiques qui je trouvais assez opaques. Je pense que les premiers textes où je me suis dit en fait la poésie c'est pas juste barbant, c'était le surréalisme, et du coup j'étais déjà au lycée et je me suis rendu compte que il y avait plein de façons d'en faire quelque chose d'encore plus intéressant. Moi au début je faisais des alexandrins, des trucs avec des majuscules et des points et machin, et je comptais les vers, les syllabes, voilà. Donc non, ça a mis du temps. C'était assez tôt aussi, vers 9, assez tôt, non, à la fin de l'enfance, vers 9-10 ans, à l'école où j'étais, on avait un cours, alors je ne me rappelle plus exactement comment ça s'appelait, mais c'était un cours de lecture libre. Il fallait descendre à la bibliothèque scolaire et emprunter un ouvrage et le présenter à ses collègues, enfin, aux autres écoliers. Et il fallait vraiment bien le choisir. J'ai pris cet exercice très au sérieux. Mais j'aimais déjà lire. Enfin, c'est quelque chose que j'aimais bien, avec les parents qui me lisaient un peu à haute voix à l'époque où je n'écrivais pas encore, que je ne savais pas lire. Donc c'était déjà quelque chose qui est présent dans la famille. Mais là, du coup, j'ai choisi un petit livre vert de Sergueï Yesenin, c'est un poète russe. Et j'ai adoré, il y avait plein de trucs de la nature. Puis à ce moment-là, avec mes parents, on allait souvent à la campagne. Et à la fois des choses qui étaient aussi de l'ordre de la guerre. Il y avait des choses très très dures aussi qu'il disait, mais qui me parlaient beaucoup. Et je les présentais à mes collègues, de l'école des CM2, ou je sais pas, l'équivalent des CM2 peut-être, je ne sais pas. Et on n'a pas le même système en Russie. Et c'était génial, j'ai adoré. Et voilà, je pense que c'était ça l'entrée. Après, il y a eu d'autres entrées, mais voilà, c'est ce qui m'a marqué. Pour ma part, j'ai d'abord lu avant d'écrire beaucoup. J'ai écrit vraiment sur le tard. Je ne sais pas si c'est sur le tard, mais vraiment vers la vingtaine. Et j'avoue que j'étais très marquée par la chanson française, par un certain type de chanson française, et notamment les métaphores qu'on y trouvait. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose là-dedans qui accompagnait un quotidien et qui accompagnait une sensibilité. Et en parallèle avec tous les classiques qu'on lisait à l'école et en dehors de l'école, parce que ils m'ont vraiment accompagné, des mots passants, et où de fil en aiguille, la poésie est venue, on va dire. Une précision, Katia, vous citiez Yesenin, c'était dans votre famille, il y avait cette culture on sait qu'il y a une forte culture poétique en Russie. Oui, chez nous, pas vraiment. Mes parents me lisaient les poèmes pour les enfants, quand j'étais enfant. Mais c'est vrai que Yesenin, c'était aussi un ouvrage pour les adultes. Et d'où aussi une forme de militantisme qu'on a quand on est poète aujourd'hui, ou poétesse. En France, on peut aussi proposer aux enfants des textes assez compliqués. Enfin, compliqués. Peut-être pas compliqués, mais en tout cas complexes aussi, avec... voilà. Donc, non, c'était... je pense que c'était aussi la prof qui était super. Du coup, j'en profite parce que tu as dit poète, poétesse. Peut-être que c'est un tout petit bout de discussion, parce que tu as dit les deux là, un tout petit bout de discussion qu'on a eu un peu avant, mais que vous pouvez peut-être renvoyer au public sur comment vous vous situez par rapport à cette question-là. Enfin, voilà. Allez, je me dévoue.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est pas forcément des mots que je m'approprie parce que je les utilise pas. Je rencontre pas des gens en leur disant je suis poète ou poétesse. C'est vrai qu'il y a plutôt cette idée d'écrire de la poésie. C'est toi qui disais ça, Laura, tout à l'heure, de dire j'écris de la poésie parce que c'est une pratique plus qu'un statut finalement. Et cela étant dit, après le débat actuel sur visibiliser aussi les femmes autrices, etc., fait que moi j'ai envie d'utiliser le mot poétesse, même si c'est pas une question de goût, c'est une question d'une littérature qui est très masculine et qui invisibilise beaucoup les femmes et tout un tas d'autres personnes depuis toujours. Voilà. Donc dans ce cadre-là et avec cet héritage-là, j'ai envie qu'on puisse dire poétesse. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que ce soit le printemps des poètes et des poétesses. Ça, franchement, je comprends pas que ce soit pas encore quelque chose de proposé. Voilà. Je rejoins Alix et moi je dis rarement je suis poète ou poétesse, je peux te dire je suis autrice et j'écris de la poésie. Le mot autrice, je crois qu'il est bien entré dans le langage, elle est peut-être plus facile. Par contre, moi je dirais plutôt poétesse, je le disais pas avant, mais là comme il y a des changements, ça fait un peu vieillot peut-être poétesse, et poète d'ailleurs, ça fait un peu ouais, c'est vrai que quand on a des printemps des poètes, on a envie aussi toujours d'ajouter et poétesse. Et moi, quand je présente aussi en tant qu'organisatrice, par exemple, quand je parle des autres, c'est vrai que voilà, ça vient pas par rapport à moi, mais quand j'organise des événements, c'est vrai que j'emploie ce mot-là quand je discute avec un financeur ou quand j'explique dans une cadre d'une formation, je veux pas dire il y a des hommes et des femmes qui écrivent et puis des minorités. Non, je veux dire juste il y a des poètes, il y a des poétesses, il y a des autrices, parce qu'il y a souvent aussi des gens qui sont entre les deux, qui ont d'autres aussi domaines d'écriture comme Laura qui est dans le théâtre. Par contre, ça c'est mon choix, mais si quelqu'un me dit poète quelque part dans une présentation, moi ça me dérange pas, je veux pas militer ou déchirer la page ou me plaindre, voilà, c'est pas grave en fait. Voilà. Poète en fait ça fait un peu neutre aussi. Il y avait aussi cette idée-là de trouver peut-être un mot neutre, mais bon, est-ce que ça sonne vraiment neutre? Je n'en suis pas sûre, poète. Ça fait quand même un peu masculin. Merci. Oui, moi c'était vraiment c'est d'utiliser le verbe d'écrire de la poésie, d'écrire du théâtre, parce que c'est je sais pas si c'est permanent en fait. Je sais pas très bien ce que je suis. Ça me fait plaisir de vous en parler d'ailleurs. Donc, mais en tout cas, je sais ce que je fais ou ce que j'essaye de faire. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça qui fait que cette question. Et par ailleurs, même si je pense que évidemment, bien entendu, les mots sont importants, les inégalités salariales aussi, d'autres. Disons qu'il ne faudrait pas que le mot soit avant certains faits, certains chiffres qui sont glaçants. Et du coup, voilà, c'est la question des lentilles et de la focale parfois. Donc voilà, pour moi, je suis pour que chacune dise ce qui l'aide à écrire, et c'est dur d'écrire, je crois. Je suis en train de regarder le logo et je vois préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ouais, pourquoi pas le printemps des poétesses. Donc je pense qu'il y a une unanimité même politique sur certaines questions, même si ça peut faire débat. Et donc pour revenir à notre discussion sur la fabrique de la poésie, Laura, vous parliez ce qui était important pour vous, c'était l'activité d'écriture, l'écriture de poésie. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'il y a au départ? Est-ce que c'est une question de forme? Est-ce que vous avez des mots, une phrase? Ou est-ce que au départ, c'est plutôt une question de fond, une idée, un sujet, un thème? Ou est-ce que c'est difficile de séparer les deux pour vous? En fait, j'ai le sentiment que le moule se casse après chaque texte, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une manière de faire. Enfin, en tout cas, j'arrive pas pour l'instant à en dessiner une. Donc, signer les souvenirs, il y a eu cette question de ce séjour en Équateur, et je m'étais dit, je prends un Polaroid par jour. Et je tenais au Polaroid. C'est un peu ancien, mais j'y tenais parce que c'était pas quelque chose de reproductible, voilà. Et un poème par jour. Et de fil en aiguille, certaines choses se sont dessinées. Et évidemment, il y a eu un gros retravail derrière. Et pour d'autres choses, ça va être une image, ça va être une sensation,
quelque chose d'une foule qu'on traverse. Donc c'est extrêmement variable. Et ce qui est très beau aussi, des fois, c'est de se rendre compte comment le titre peut être la dernière chose ou au contraire la première. Et comme si parfois il y avait un titre avant même qu'il y ait un texte, ce qui est un peu vertigineux. Et on ne sait pas s'il y aura d'ailleurs un jour un texte, mais en tout cas, voilà, qu'il y a des choses, effectivement, des phrases qui traversent où on se dit que quelque chose peut-être va s'agréger autour de cette phrase-là. C'est assez curieux parfois. Oui. Est-ce que sur d'où, voilà, comment monte le poème? Est-ce que la genèse d'un poème? Oui. Oui. Moi, je pense que c'est vraiment le rythme qui amène quelque chose. Il y a pas. Après, moi, j'ai écrit 2 livres, donc c'est vraiment. J'ai peut-être pas encore toutes les clés pour comprendre comment je travaille, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est suivre un rythme et c'est comme un fil. Voilà, il y a une musique, une mélodie du texte que je vais essayer de suivre et à laquelle je vais essayer de rester fidèle. Et c'est un peu comme si, en déroulant ça, il se passait quelque chose de l'histoire. En tout cas, c'est parce que là aussi, il y a un autre paramètre qui, moi, rentre en compte, c'est que j'écris des histoires. Et du coup, il y a aussi, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut quand on écrit une histoire. Il y a un moment où il faut aussi que ça se tienne. Mais en tout cas, c'est vrai que le rythme, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et je ne sais pas encore très bien d'où me viennent ces rythmes. Je pense que c'est beaucoup ce que je lis. Mais aussi, des fois, je peux avoir une phrase et je ne sais pas pourquoi elle va m'accrocher. Et je vais me sentir embarquée juste par ça. Et va en découler quelque chose. C'est aussi une question d'écrire à la place d'un personnage. Il y a vraiment, je sens que quand c'est un jeu qui est à la première personne et qui me concerne, je vais avoir un rythme qui est ce que moi j'aime bien dire de moi ou de ce que je comprends de ma sensibilité. Et des fois, je vais avoir ce jeu qui va être un personnage qui va être quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment en essayant de faire la différence entre les deux que je peux arriver à comprendre ce que je suis en train de faire. Mais voilà, vraiment la musicalité et la mise en page aussi, ça peut avoir l'air bête, mais le fait de mettre de la respiration dans les textes, c'est vraiment quelque chose qui me permet de... c'est une question de rythme en fait, de comprendre, voilà, là par exemple, ça va très très vite, il y a un élan qui fait qu'il y a très peu de retour à la ligne, et ça donne aussi le... Oui, là j'ai fait un peu n'importe quoi. Oui. Oui. Ah mince. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment réussir. Enfin, c'est la façon dont le texte va s'organiser sur la page qui va aussi me donner une idée de, ok, là il y a une urgence, ou alors là il y a de la lenteur, et qui va me permettre de comprendre ce que je suis en train d'écrire. Même question, Katia, avec peut-être quand on lit vos textes, on a l'impression que c'est le premier, ce qui vient en premier, c'est l'essence, la vue et l'ouïe. Je ne sais pas, peut-être que vous allez me contredire. C'est possible. En fait, ce que j'essaye... Oui, les premiers, je peux commencer, des fois je commence par milieu, c'est pas forcément par le début que je vais commencer, donc ça dépend des textes. Mais c'est vrai qu'il y a certains textes aussi qui commencent par des phrases qui sont pas, ça peut arriver, qui ne sont pas forcément à moi, que j'ai entendu un petit peu par-ci par-là, ou que j'ai lu et que j'essaie d'intégrer, de modifier et d'essayer de le lire un petit peu autrement. Donc c'est forcément des phrases qui sont des phrases de tous les jours, de la langue de la communication. Par exemple, le dernier poème que je lu tout à l'heure, Petite crique de charme, en fait c'était vraiment... j'étais en train de travailler sur ce livre, j'ai commencé et je m'apprêtais à partir à faire ce voyage de Marseille jusqu'à Porto, avec un petit séjour chez Yves Ollery, les éditions Color Gang, qui nous a quittés malheureusement il y a 5 ans. Et en fait, j'ai lisé comme ça, je me documentais et j'ai lu sur un magazine, je sais pas quoi, enfin un truc, Petite crique de charme parsème le littoral. Donc c'était en fait une phrase pour attirer les gens vers la mer, quoi, vers je sais pas quoi. Et en fait, je me dis tiens, je vais travailler là-dessus, je vais mettre un peu des trucs pas sympas là-dedans. Et voilà. Donc ça peut commencer, mais c'est vrai que il y a 2 sensations. En fait, c'est pas vraiment au niveau de sens, ce que j'écris plus des poèmes à part.
Quand j'écris un texte, ils sont assez courts et j'ai une idée d'un livre en fait. Il me faut 2-3 textes comme ça que j'écris dans un mois. Par exemple, j'écris 1, 2, 3, 4. Et ah tiens, il y a ça qui se dégage. Il y a plusieurs sens et peut-être que ça pourrait être ça. Et après, ça me confirme au bout de 10 textes à peu près. Et après, je sais où je vais. Et c'est plus au niveau des sensations. J'ai besoin de 2 sensations. Alors, il faut qu'il y ait quelque chose au niveau du temps, soit par rapport à l'image, soit par rapport à la sonorité. Et soit il faut que ça, tu as évoqué tout à l'heure l'histoire de ralentir. Il faut que ça, enfin, c'est assez cinématographique. Quand j'écris, je veux voir les trucs. Et soit il faut que ça ralentisse, soit il faut que ça s'accélère. Mais il va falloir que le temps soit modifié un petit peu quand j'écris un truc. Et il faut que ça soit un peu bizarre. Enfin, c'est les sensations d'un petit truc un peu étrange qui me fait du bien à moi. Après, est-ce que ça fait du bien aux gens qui m'écoutent? C'est bien si ça fait, mais bon. Moi, voilà. Donc, il va falloir que je trouve un petit peu cette sensation de « Ah, ça fait du bien ». Voilà. Laura, vous parliez à la fois de vie intérieure et de l'image. Est-ce que vous avez ce même sentiment que décrivait Alix, d'être ensuite pris dans un rythme, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui se joue ailleurs? Oui, effectivement. Et après, c'est vrai que le fait d'avoir commencé d'abord à écrire du théâtre, enfin, en tout cas, il y a une présence parfois fantomatique du corps, en fait, de la voix, donc peut-être que l'écriture, elle est passée par là et elle y est d'ailleurs toujours un peu d'une certaine manière. Donc oui, bien sûr, cette question du rythme. Après, je tente à certains moments précisément de casser certaines choses que je mets en place et de pas, parce que je vois au bout d'un moment, je ne sais pas comment dire, mais on a l'impression de mettre la même épice de partout à certains moments. Et comment on casse des choses c'est pas qu'on sait faire, parce que je sais pas ce que je sais faire, mais en tout cas qu'on se sait avoir l'habitude un peu de faire. Et donc du coup, et dans les rythmes aussi, et voilà, et de travailler sur ce qui boite aussi, ce qui peut pas s'écouler au même rythme. Voilà. Du coup, moi, la question, c'est autour de... Est-ce que vous avez besoin, les unes et les autres, de lire vos textes à voix haute pour vérifier comment ça boite, comment ça s'installe, le rythme, etc. Ou est-ce que c'est... quand vous l'écrivez sur la page, vous le savez? Vous allez me laisser tous les premiers tours, en fait. Ouais. Alors, moi, je relis tout à haute voix. C'est vrai que quand j'écris des poèmes plus courts, des unités plus courtes, je les travaille beaucoup plus à haute voix. Là, par exemple, ce roman, je l'ai relu après, et j'ai beaucoup travaillé le rythme, mais c'est vrai que je me suis fiée à ma voix dans ma tête quand j'écris, quoi, qui n'est pas toujours aussi fiable, d'ailleurs, que le fait de vraiment prononcer les mots. Mais pour moi, c'est évidemment... Alors moi, j'ai pas compris, là. Alors, juste expliquer la fiable, pas fiable, j'ai pas compris. Des fois, on a l'impression que la phrase sonne bien, mais une fois qu'on la lit, on se rend compte que finalement, ça marchait pas très bien. Mais oui, moi, je lis tout ce que je fais à haute voix, en tout cas, quand c'est des vers, tout le temps. Et c'est vrai qu'il y a ce truc de... Moi, je fais beaucoup de retours à la ligne, qui sont des indications de rythme quand j'écris. Et il faut que ces ruptures soient aux bons endroits pour que ça incite la personne qui va lire à garder le rythme que moi j'ai choisi au moment d'écrire. Et pour ça, il faut travailler à haute voix. Il faut se mettre à la place aussi de quelqu'un qui sera en train de le lire et tester des choses. Et oui, moi, c'est vraiment ma façon de faire. Voilà. Peut-être en complément, beaucoup de poétesses ou de poètes disent qu'ils ont besoin que le texte leur traverse le corps, voire parle même de lecture physiologique. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent? Oui, ça doit être ça. Ça vous parle? Je pense que vous nous avez choisi aussi pour ça, non? Pour la table ronde. Oui, je pense que ça... Alors, il y a des choses un peu comme a dit Alix tout à l'heure, il y a des choses qui vont sonner un peu dans la tête, un peu dans la voix intérieure, un peu cérébrale, là. Et puis, il y a aussi des textes. Moi, il y a des textes, pas en entier, mais carrément des bouts comme ça qui s'écrivent directement dans la tête.
et qu'ensuite je vérifie sur la page. Du coup, je vais dans le sens inverse. Parfois, il y a quelque chose qui va sonner pas mal, et quand je le mets sur parce que j'écris dans mon carnet d'abord, et même il y a trois moments. Hein. Il y a dans la tête, dans la page d'un petit carnet, et après je le réécris. Et je peux encore ajouter des choses, et ensuite je passe à l'ordinateur, et là il y a encore des modifications possibles. Donc finalement il y a trois choses. Voilà. Et très important aussi pour moi, c'est lire les autres auteurs et les autres autrices. Dans des moments où j'écris pas forcément beaucoup, et même quand j'écris, je trimballe avec moi dans des voyages ou dans des moments où j'écris toujours les textes d'autres auteurs, autrices que j'aime. Et souvent en plus dans 2 langues, parce que je lis en 2. C'est super important. Tu relis à haute voix pour travailler ? Non, je peux lire à haute voix d'autres gens, pour moi. Et moi aussi, je le relis aussi. Ouais. Et l'écoute des autres ? L'écoute des autres ? Oui. Oh. Oui. Ouais. Ah oui, c'est très inspirant. Juste comme se retrouver dans une forme d'océan comme ça, où il y a plein de trucs qui se passent. Et ça fait du bien. Oui, c'est assez beau de se dire que ça semble évident, mais qu'on a besoin de traverser des altérités littéraires, en fait, avant d'écrire, qu'il y a quelque chose comme des climats, des microclimats. Alors après, c'est comment est-ce qu'on peut parfois être attiré par... et en fait, et s'en détacher, enfin, qu'est-ce qui nous, évidemment, nous nourrit, et bien sûr inconsciemment aussi, quoi, même. Du coup, Katia a dit, moi j'écris, donc j'ai cru comprendre que c'était sur du papier peut-être, après sur un carnet, puis après sur l'ordinateur, le traitement de texte. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous aussi, comment ça se passe, et s'il y a quelque chose qui est assez installé, ou si au contraire c'est moi aussi, je passe par le papier d'abord, et je ne me verrais d'ailleurs pas du tout commencer sur un... Enfin, en fait, pour moi, écrire, c'est pas ça, c'est pas ce geste-là, mais c'est vraiment des questions peut-être de corps aussi, et puis de ce qu'on emporte avec soi. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui tapent sur leur téléphone des choses. Moi, ça m'est très étranger, et j'ai besoin d'avoir alors des fois, on relit pas forcément ce qu'on garde, enfin ce qu'on a avec soi en écrivant très rapidement, mais il y a quelque chose de, je sais pas, du besoin du papier. Moi, pas du tout. Je sais pas si c'est une question de génération, c'est possible. Mais moi, c'est possible. J'ai beaucoup fait les carnets, et c'est vrai que maintenant plus du tout. Et je pense que c'est parce que j'écris beaucoup plus, et aussi que je suis très difficile en fait avec moi-même, et que le passage du carnet à l'ordinateur, c'est trop difficile de pas tout enlever. Je pense que le doute fait vraiment partie de mon processus créatif, mais qu'il ne faut pas non plus que je lui donne cet espace où il peut enlever énormément. Du coup, moi, je commence sur l'ordinateur, et ça me permet d'écrire très vite, et du coup d'écrire aussi beaucoup de quantité, et de pas forcément d'accepter de pouvoir retoucher beaucoup, parce que je retouche énormément, et c'est vrai que sur un ordinateur je peux garder toutes mes versions, et je suis obsessionnelle, je garde tout, vraiment. J'ai des pages de brouillon qui font 200 pages, c'est horrible, avec juste des bouts de phrases, bon. Et ça, c'est un truc que dans un carnet je pourrais pas faire, et que j'arrive pas à renoncer à certaines formules, donc je les garde. Voilà. Et donc moi je ne travaille qu'à l'ordinateur. Mais c'est pas très facile d'avoir un ordinateur toujours sur soi. Est-ce que le téléphone prend parfois la place de l'ordinateur ? Jamais, moi j'ai toujours mon ordi, c'est un enfer. J'ai toujours peur qu'on me le vole. Je suis greffée à mon ordinateur. En week-end, en vacances, je l'ai tout le temps sur moi. Voilà. J'écris pas sur mon portable. Et Katia, vous l'évoquiez, le carnet, est-ce que pour vous c'est quelque chose que vous avez toujours sur vous, et qui est... que vous notez des choses entendues, des choses vues, des pensées? Oui, après je peux quand même noter d'autres trucs dans mon téléphone, mais vraiment je vois que ma pensée elle est meilleure quand j'ai mon petit crayon c'est mieux. Et ça m'arrive aussi des fois de relire vraiment des carnets, mais vraiment brouillon. En fait, c'est comme un truc sculpté, que je relis, parce que je les stocke après dans un petit coin. Et quand des années après, je relis certains carnets, je me dis oh là là, mais c'était ça. Et c'est magnifique, parce que
comme si je voyais des photos en fait, quand on regarde les photos d'enfance de quelqu'un, ça fait un peu ça quoi. Et souvent, en plus, quand on écrit comme ça au jour le jour ou en texte, il y a souvent un petit dessin commun, un petit numéro de téléphone de quelqu'un qu'on a noté, un truc. Donc ça fait aussi une forme d'archive qu'on ne pourra pas retrouver dans un ordinateur. Alors, d'une manière radicale, je suis quelqu'un d'assez modéré sur plein de questions, mais là, je suis très radicale là-dessus. Je pense que l'EA, ça doit apporter beaucoup de choses et d'avancer sur le plan médical, voilà, des trucs qui peuvent peut-être même nous sauver la vie. Mais le langage devrait quand même rester un lieu de singularité très forte. Et le plaisir qu'on a, je parlais tout à l'heure de lire les autres auteurs, par exemple, un immense plaisir quand on est lecteur, lectrice de poésie, et quand on le lit, enfin quand on produit de la poésie, souvent on la lit beaucoup, c'est vraiment reconnaître la patte de quelqu'un en fait. Et ça, comment le peut se placer sur cette singularité. Et en plus, Léa aussi, c'est-à-dire qu'il va piocher aussi dans les textes qui existent, donc quelque part utiliser. Non, je ne suis pas du tout convaincue, et c'est vraiment la singularité qui est intéressante. Comment, à partir des choses qui sont la langue, en plus, la langue, on l'utilise tous, alors qu'on ne se promène pas tous avec des aquarelles, vous voyez, donc tous les jours on travaille avec en matériau qui est propre à tout le monde, et en même temps chacun va avoir son style. Je suis très attachée au style en fait de chaque personne, et en tant qu'organisatrice, ou lectrice, c'est ça que j'aime, c'est de dire ah tiens, là je l'ai reconnu, ah là il est parti d'un autre truc. Quand je sais pas, si je lis 4 livres de Valérie Roseau par exemple, et là il y a un nouveau qui va sortir, je le lis, je dis ah tiens, là, Valérie il est parti là-dedans, et puis il est sorti. Je vois pas comment Léa peut se placer dans cette affaire. C'est dans l'affaire de singularité humaine, hein, je vois pas, mais peut-être c'est approuvé. Moi, quand il y a eu les premiers trucs sur ChatGPT, un de mes premiers réflexes a été de lui demander d'écrire un poème pour voir est-ce que vraiment c'était une menace. Et je pense que du coup, je ne l'ai vraiment pas prompté correctement. Donc prompter, c'est mettre la petite consigne qui fait que ça va être précis. Parce que je me suis dit, tout est naze, quoi. J'ai essayé un petit moment. Et ça m'a rassurée vachement, parce que moi, c'est un truc qui me fait vraiment peur. Je pense que si je travaillais dans les images et tout, franchement, c'est chaud. Mais du coup, visiblement, c'est plus inquiétant que ce que j'aurais pensé. T'allais dire ? Puisque tu m'as posé une question, j'y réponds. Non, mais je pense, j'ai un philosophe ce matin à la radio disait que c'était que ce qui était les textes générés par l'IA, c'était une langue de mort, et c'est ce que je pense, et que ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est de rencontrer une subjectivité, et une subjectivité, c'est un être humain et pas une machine. Après, je trouve ça assez intéressant de se dire qu'est-ce que c'est que d'écrire quelque chose qui puisse être copié par une IA. Qu'est-ce que ça crée artistiquement, intellectuellement comme expérience, en fait, de se demander, de rendre impossible une reproduction par une IA. Je ne sais pas comment, mais... Il y a aussi une question de singularité, comme tu disais, mais par rapport aussi au parcours, c'est-à-dire que derrière moi, j'anime un atelier d'écriture, j'ai un type d'atelier d'écriture que j'ai intitulé « Il y a des gens derrière les livres ». Et où je travaille, en fait, j'amène plein de livres dans une valise, et c'est souvent pour initier les personnes en bibliothèque, dans différents publics qui n'ont pas l'habitude de la poésie. Et l'idée, c'est justement voir comment est-ce qu'un poème, un bout de poème lu dans un livre, comme ça, dans un cadre d'un atelier, au bout d'un quart d'heure, ça nous fait vibrer quelque chose en nous, et il y a une petite obsession auquel le livre peut répondre. Enfin bon, il y a tout un truc aussi émotionnel, et donc chaque livre écrit a une histoire aussi qu'on voit pas, donc il y a tout l'invisible. Et l'invisible de livre, c'est des vies, c'est des déplacements. Laura, Équateur, toi, ta famille, on devine. Et il y a tout un plaisir à deviner, à comprendre ou pas te comprendre de ce qui est ta vie, ou se reconnaître. Et Léa, il y a juste des algorithmes derrière, quoi.
Donc, ouais, c'est naze, en fait, il faut le dire. Et puis, l'image, par exemple, sur les réseaux sociaux, en ce moment, il y a beaucoup de vidéos produites par Léa qui circulent, vous savez, des petits séances avec les animaux, je ne sais pas pourquoi, voilà. Et des chatons, voilà, des trucs. Mais ça se voit tout de suite que c'est Léa. Donc, y compris les affiches, je ne sais pas si vous avez vu déjà des affiches produites par l'intelligence artificielle. Non, c'est pas bon. Artistiquement parlant, ce n'est pas bon. Voilà. Je reviens à l'écriture. Laura, une question sur vous écrivez donc comme dramaturge et comme poétesse. Est-ce que quand vous écrivez, hormis la forme, est-ce que si vous pensez à haute voix intérieurement le texte, c'est un ton différent? On l'imagine comme ça, mais peut-être que c'est pas vrai. Est-ce que c'est en fait, pour ce qui est du théâtre, après, c'est un peu comme le mot poésie, c'est-à-dire que ça recouvre énormément de voix différentes, de dispositifs différents, du dialogue, pas du dialogue, des monologues. Et après, moi, j'aime beaucoup les dialogues. Donc ça, c'est encore autre chose. Il y a des poèmes en même temps. Je sais pas, je pense à certains poèmes de Danny Larms où il y a des dialogues. Enfin, donc où il peut y avoir ça évidemment dans le poème. Mais après, pour moi, c'était la question dans ces moments-là de théâtre de ce que c'est que deux corps qui se rencontrant. Qu'est-ce que c'est que deux désirs qui se rencontrent et qui ne sont bien évidemment jamais exactement au même endroit, jamais exactement dans une fusion totale. Et donc, c'est Heiner Müller qui disait qu'il aimait écrire du théâtre parce que ça lui permettait de déplier ses propres contradictions. Et je trouve ça très beau sur la question du théâtre. Voilà. Après, évidemment, là-dedans, il y a aussi, le théâtre que je peux écrire ou tenter d'écrire, il est évidemment traversé de la poésie ou de certaines voix un peu plus, c'est pas omniscientes, mais en tout cas beaucoup moins incarnées dans des situations de théâtre. Après, ce que j'aime, c'est d'osciller de l'un à l'autre et de voir qu'est-ce que c'est qu'une situation de théâtre quand on a traversé un autre paysage littéraire, un autre genre littéraire avant. Est-ce que vous voyez une dimension plus intime, presque plus de vie intérieure dans la poésie ou pas du tout? Ou vous voyez le même... Oui. Après, ce qui est très beau dans le théâtre, c'est le masque. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais dans quelle phrase, dans quel personnage, au pluriel d'ailleurs, peut se glisser l'écrivain ou l'écrivaine. Donc, mais il est vrai qu'il y a le jeu et à un autre endroit, évidemment, en poésie, quoi. Quelque chose dans la poche, quoi. Katia, vous avez parlé du carnet, de la retranscription, etc. Et vous pouvez nous parler de l'étape suivante, c'est-à-dire comment vous construisez le texte à partir de toutes ces notes. Qu'est-ce qui vous guide? En fait, je vais écrire un texte qui à la fois puisse avoir une vie propre à lui et en même temps qui puisse faire partie dans ma tête dans le livre, où il y a une forme de plusieurs sens, d'un peu de sens infini, c'est-à-dire quelque chose qui se regroupe, quelque chose qui se rejoigne, un peu des échos, l'idée des échos, qu'un écho... voilà. Mais il faut qu'il y ait une petite unité comme ça, mais une unité très ouverte, avec beaucoup de trous dedans. Et surtout qu'il faut qu'il y ait un gros trou pour moi à la fin du livre. Il faut que les derniers textes puissent avoir... pour moi, une forme d'ouverture vers autre chose, quitte à peut-être vers un autre livre, comme voilà, une casserole sans couvercle, quoi. Peut-être que le truc va bondir et s'envoler. Voilà. Mais je sens... alors, pour finir le texte, il y a quelqu'un, je ne me rappelle plus qui le dit, pour moi, c'est important aussi les fins des textes, en fait. Les fins de texte et du coup, les fins de livre. Et tout à l'heure, j'ai adoré le texte que tu as lu avec la fin, là, je me suis dit, tiens, il y a une bonne chute. Parce que sinon, ça peut... Et pour pas que ça soit non plus très conclusion, quoi. Mais un truc qui repart vers autre chose, comme si je marchais dans un tunnel ou dans un couloir, et après, j'ouvre la fenêtre. Donc, c'est à la fin du tunnel, mais en même temps, c'est la fenêtre ou une ouverture vers autre chose. Et donc, ça va faire une succession comme ça des corridors avec des petites fenêtres. Et à la fin, une grosse fenêtre ou une porte. Alors,
Moi, c'est l'inverse. À la base, je suis née avec le russe, même si très vite, pour moi, la langue française c'est devenu la langue scolaire, mais chez moi, ça n'en parle pas du tout. Enfin, dans ma famille, personne ne parlait français. Et en fait, bon, il y a eu plein d'étapes différentes. C'était aussi lié à mon contexte scolaire où, à un moment donné, on a commencé à lire les textes les textes originaux de Maupassant, Paul Éluard et tout. Et on avait la prof qui nous a dit tiens, allez, on va le traduire en russe. Et puis c'était aussi pareil. Voilà. Donc, et à un moment donné, au bout de 4 ou 5 vies en France, 4 ou 5 années, 4 ou 5 vies en France. 4 ou 5 années en France, j'ai abandonné, j'écrivais plus en russe en fait. Mais du coup, je n'existe pas vraiment en tant que poétesse russe parce que je suis partie à la fin de mon adolescence et j'ai publié dans 2-3 revues. Mais c'était aussi à la fois quelque chose de naturel, mais où j'ai fait pas mal d'efforts aussi un peu mental en me disant non, mais là vraiment dans mon cerveau, je me disais non, mais là de toute façon je vis avec les Français, donc je vais écrire en russe. Français, pardon. Bon, oui, parce que des fois je sais pas trop, par exemple quand il faut traduire, je sais pas, je peux me perdre et je serai une très mauvaise interprète en live parce que je vais parler. Voilà, et donc du coup, en fait, aujourd'hui, moi j'ai une profondeur, une surface française, enfin francophone en tout cas, et aussi une forme de profondeur comme ça, une espèce d'arrière-fond russe, enfin russophone, par le biais de lectures que j'ai fait tout le temps. Voilà, donc je lis en 2 langues. Pour moi, c'est important de continuer de lire en langue russe, parce que c'est très bon, ce qui s'écrit aujourd'hui chez les poètes et les poétesses d'aujourd'hui. C'est archi bon ce qui a été écrit dans les années 20. Toutes les poètes et poétesses des années de samizdat, des années 60 et 70, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Voilà, donc c'est important pour moi. Donc du coup, c'est fait comme un petit fond, et puis j'arrive pas à me défaire de système, c'est la botanique un peu torturé. C'est une forme d'écriture, en fait, une forme de rythmique avec le vers accentuel. Et du coup, j'arrive pas à me défaire. On peut l'entendre, ça. Moi, je sais que j'arrive pas à m'en défaire, en fait. Voilà. Juste une petite question en complément avant de donner la parole à Laura. Vous aviez traduit un texte du russe pour la revue La Rumeur Libre. Est-ce que c'est une expérience qui vous a plu, que vous souhaitez renouveler ou non? Ça m'a énormément plu. J'ai traduit ce magnifique poème qui s'appelle Andrei Ivanovitch ne rentre pas à la maison. C'est un long poème en vers d'une poétesse qui s'appelle Faina Grimberg, que j'aime beaucoup, mais malheureusement, quand la guerre a commencé, elle a pris le parti de la guerre. Et ce qui était très étrange, parce que tout ce long poème qui était très connu en Russie, il était contre justement la guerre, qui retraçait le destin d'un homme qui était, si vous voulez, on peut le lire dans Le Rumeur Libre tout en entier. C'est un être humain, un masculin qui traverse les époques, qui traverse les guerres des 100 ans, les guerres des ci, les guerres des ça. Il y a 2 femmes qui parlent de lui et on ne comprend pas si c'est sa mère qui parle, si c'est sa femme qui parle, si c'est sa fille qui parle. Enfin, il y a tout un truc entre... Voilà, et c'est vrai que bon, voilà, c'est un peu... J'étais, par rapport à la langue russe, là, j'ai un gros blocage, en fait, voilà. Pour dire la vérité. Mais je lis tout le temps des auteurs et des autrices, c'est magique. Et il y a un poète, si vous avez envie vraiment d'inviter quelqu'un qui aujourd'hui vit en France, il s'appelle Pavel Arseniev. Il est aussi un magnifique théoricien. Il parle français et il a écrit un livre en français qui s'appelle donc lui pour le coup il est vraiment en exil, quoi, voilà, contrairement à Arseniev, Pavel Arseniev. Et il a écrit un livre, il a publié un livre qui s'appelle Le russe comme la langue non maternelle, enfin un truc comme ça, aux éditions Van Loo. Et il y a vous tapez Pavel Arseniev, Le russe comme la langue non maternelle, je crois que c'est bien ça son titre. Et il est passé sur France Culture il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc sur les questions un peu de langue, ça peut être quelqu'un qui parlerait peut-être mieux que moi. Et c'est plus frais parce ça fait pas longtemps qu'il est là. Moi, donc le persan n'est pas ma langue maternelle, c'est donc la langue de ma famille paternelle, de mon père, mais c'est une langue avec laquelle j'ai énormément de familiarité. Je parle
pas comme j'aimerais le parler. Après, bon, de toute façon, les exils, la manière dont on quitte un pays marque le rapport à la langue de ce pays, le rapport aussi des gens qui seront nés dans ces familles-là, voilà. Et c'est une langue qui est une mélodie un peu perpétuelle dans ma vie. Je dis des fois que c'est comme une ombre projetée sur certains objets, sur certaines choses. Et comme un membre fantôme aussi, parce qu'il y a c'est-à-dire que ça n'est pas là, mais c'est perpétuellement une sensation perpétuelle, en fait. Et après, c'est très intéressant de faire l'expérience, évidemment, de la traduction, ce que c'est que je ne peux pas aller en Iran. J'ai la double nationalité, c'est compliqué. Et qu'est-ce que c'est que de s'approcher d'un pays par une langue, par une poésie, en l'occurrence Forough Farrokhzad, qui est morte en 1967, sensiblement dans l'Iran, qui a pu quitter une partie de ma famille. Et c'est assez beau de voir comment dans certaines situations, la langue est comme, je sais pas, comme une espèce de flamme à entretenir en soi, en communauté. Voilà, en attendant peut-être un retour. Alors moi j'essaye d'y penser le moins possible, sinon c'est très compliqué d'aller au bout d'un texte. Mais en fait j'y pense en continu. Et c'est plutôt quelque chose d'assez... qui peut pas ralentir, mais qui peut rajouter de la complexité là où il ne faudrait pas qu'il y en ait dans une première matière, un premier travail d'écriture. Donc oui, mais j'essaye d'y penser le moins possible et en même temps, je ne sais pas faire autrement pour l'instant. Alors pour ma part, en fait, il m'arrive de penser à certains lecteurs ou certaines lectrices, des gens en particulier avec lesquels j'ai un lien très fort qui m'est essentiel. C'est vrai que le lecteur ou la lectrice, j'ai du mal à en saisir les contours. Et il y a certains poèmes qui sont adressés, mais la personne ne le sait pas, et c'est pas forcément utile qu'elle le sache, c'est pas quelque chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'un rapport avec cette personne-là qui m'a traversée au moment où je l'écrivais. Donc j'ai pensé à des êtres. Après, je sais pas si vraiment je leur parle quand je pense à eux. Je pense pas. Voilà, il y a un peu de ça, un peu le même, la même façon de faire comme Laura, c'est-à-dire qu'il y a certains textes qui peuvent être écrits en pensant à quelqu'un ou à une situation que j'ai pu vivre avec quelqu'un, sans que ça soit... par exemple, tout ce livre, il y a une grande partie, je l'ai écrit en pensant à Yves Ollery, le directeur des éditions Color Gang, et c'est la photo aussi, c'est lui qui m'a prise en photo en 2018 quand on a visité la ville de Portbou, mais ça ne transparaît pas tant que ça dans le livre. Et... donc voilà, il peut y avoir des adresses comme ça à des personnages, mais quand j'écris, j'ai une forte impression que je peux moi-même être traversée par des obsessions qui ne sont pas les miennes, mais qui sont en fait un peu dans l'air du langage. J'écoute beaucoup ce qui se dit autour de moi, parfois avec des gens que je connais, ou des bribes comme ça, des paroles. Il y a certains textes que j'écris avec des bribes dans ce que j'entends et qui me paraissent intéressantes. Donc ça me paraît. Donc c'est une forme d'obsession. Et une fois que le livre le texte est terminé, ou quand je suis par exemple en train de le lire à des gens, j'ai bien conscience que je lis à des inconnus. Comment on va dire ? Mais c'est un peu la même façon que quand je perçois le texte de quelqu'un. C'est-à-dire, quand on lit, quand on écrit soi-même, parfois on peut écrire quelque chose, c'était un peu passager pour nous, mais pour quelqu'un d'autre, ça a énormément parlé et ça a tombé pile en un moment. Ça peut être une phrase, une image. Et souvent, quand on a des retours des gens qui ont lu le livre et qui ont entendu, on dit « Ah tiens, ça m'a pensé à ça, en fait. C'était ça que je veux dans ton truc. Et tu sais, moi, en telle année, je suis allée à la mer et bon, j'ai vu ça et puis j'étais sur un bateau. » Et toutes ces histoires, je les adore parce que du coup, je me dis « Ah, j'ai touché une forme d'obsession chez quelqu'un sans le savoir. » Et quand tu l'écris, tu sais pas.
Et c'est un peu comme ça que je perçois aussi les textes des autres. J'ai bien conscience que quand je retrouve un truc, je dis ah tiens, j'aurais bien adoré écrire ça. Ah tiens, ça me ressemble, que c'est pas été adressé forcément à moi. Mais comme s'il y avait, comme de la langue, c'était une masse un petit peu impersonnelle dans laquelle de temps en temps, bah, on est et puis on meurt et puis on renaît. Une autre question? Une dernière question. Alors, être poète, c'est écrire, mais c'est aussi être mené à la donner à la donner en lecture lors de rencontres publiques comme pendant la semaine de la poésie. Nous, on entend qu'il y a des auteurs qui se sentent plus à l'aise que d'autres. Quand on n'a jamais fait de théâtre, comment on se lance la première fois? Comment est-ce qu'on s'y prépare? Comment on s'y prépare? Est-ce que ça s'apprend? Ou est-ce que c'est en voyant les autres faire? Enfin, comment on arrive à monter sur scène pour dire sa poésie? Laura est exclue des réponses. Hein. mais on a toujours peur, pour moi, même quand on a fait 15 ans, 20 ans de théâtre. Mais Bah oui, c'est difficile. Enfin, moi, je suis encore au début de ça, donc c'est vrai que je me rends pas compte de... J'ai pas encore assez de recul sur la fatigue, sur tout un tas de choses que ça me fait vivre. Mais c'est vrai que je pensais que je serais tétanisée par lire mes textes, les porter, même voilà, répondre à des questions devant vous, devant plein de gens. Et en fait, je me rends compte que j'ai vraiment accumulé plein de petites choses dans ma vie qui font que ça va. C'est hyper stressant, je suis hyper stressée. Là, après, je vais décompenser. Enfin, pas décompenser, mais je vais avoir le contre-coup, quoi. Mais par contre, ouais, j'ai l'impression d'avoir aussi un truc de, quand c'est juste, même si ça se passe pas toujours très bien, en fait, c'est OK d'être stressé et d'assumer, de porter son texte. Je pense que c'est une confiance qui se construit, mais moi, personnellement, en tout cas, je me suis un peu découvert une confiance que je pensais pas avoir. Et c'est aussi parce que je sais pas ce que je ferais d'autre si je faisais pas ça. Donc finalement, c'est assez juste. Voilà. Moi, j'ai fait du théâtre quand j'étais adolescente. Donc, j'ai lu aussi des textes des autres, puis d'autres textes. Je vois un texte quand j'arrive avec mon livre ou plusieurs textes sur scène ou dans une librairie, parce que ça peut aussi être des choses moins impressionnantes, une petite librairie. Pour moi, c'est comme si je sortais en animal de compagnie. Et je dis voilà mon chaton, et puis le chaton se met à parler. Enfin, comme si c'était en fait un être vivant, une partie de moi-même qui se mettait à parler, qui était moi, qui n'était peut-être pas forcément moi. Enfin, j'ai peu de pudeur en fait par rapport à ça.